le recrutement de nouveaux terroristes avec l'aide humanitaire qui leur sert de contrebande. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, oui, ils continuent à reconstituer leur stock d'armes par un système de drones où ils arrivent à passer au-delà de toute surveillance. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Alors, on a besoin de faire un point sécuritaire parce qu'il y a eu des petits événements, mais des petits événements qu'il faut mentionner, qui montrent que d'une certaine manière, la fragilité du cessez-le-feu, tant dans la bande de Gaza que dans le nord. Alors, dans la bande de Gaza, hier, un officier a été blessé. Et puis, ce matin, apparemment, l'armée israélienne riposte en tirant en direction de cibles du Hamas ou du djihad islamique, que ce soit du côté de Khan Younes, Rafiyah, même à Dir el-Balar. Comment explique-t-on que ce regain de tension? Est-ce que c'est lié d'une certaine manière à la proximité de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump et à la volonté des Américains de passer à la seconde phase de cet accord? Je ne pense pas que ça soit lié à cela, parce que concrètement, ça ne s'est jamais arrêté. Concrètement, depuis maintenant le 10 octobre, où il y a eu la signature de ce cessez-le-feu, entre guillemets, entre Israël et le Hamas. Le Hamas n'a jamais voulu déposer les armes. Le Hamas a voulu toujours continuer le combat. Et on voit quotidiennement des terroristes du Hamas se rapprocher de la ligne jaune et mettre en péril les soldats de Tsahal, donc, et souvent même attaquer les soldats de Tsahal au-delà même de la ligne jaune. Donc concrètement, les choses ne se sont jamais arrêtées. Le Hamas essaie toujours d'exister aussi par la voie du terrorisme. On le voit quotidiennement. Et ce que l'on voit, alors c'est vrai que peut-être qu'il va y avoir, je dirais, une augmentation des opérations des terroristes du Hamas dans les jours qui viennent. Plus on va se rapprocher du 29 décembre, au moment où il y aura la visite entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump à Miami. Toujours est-il qu'on voit que le Hamas a continué sur cette logique de terreur depuis le 10 octobre et il n'y a pas du tout de changement dans sa volonté ni politique ni stratégique, entre guillemets, militaire. Alors d'accord, on a bien compris que le Hamas n'a pas abandonné ses projets de vouloir détruire l'État d'Israël, mais plus concrètement, est-ce que dans la zone dans laquelle il se retrouve, le Hamas, c'est-à-dire dans les 47% de la bande de Gaza qui sont proches du littoral, pour essayer de mieux expliquer cela à nos auditeurs, est-ce que le Hamas se renforce concrètement au niveau militaire et comment peut-il aujourd'hui encore se renforcer sur le plan militaire? Est-ce qu'il reçoit des armes de l'extérieur? Est-ce qu'il produit des armes? Alors deux choses, oui, il se renforce régulièrement et quotidiennement. D'abord avec le recrutement de nouveaux terroristes avec l'aide humanitaire qui leur sert de contrebande. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, oui, ils continuent à reconstituer leur stock d'armes avec la construction d'armes, je dirais, ça passe par un système de drones où ils arrivent à passer au-delà, de toute surveillance. Et on peut dire que oui, ils continuent aujourd'hui à reconstituer leur stock d'armes. Donc concrètement, le Hamas se refait, je dirais, une santé sur le dos, je dirais, de cet accord. Alors, je vous arrête parce que je pense que nos auditeurs ne comprennent pas comment est-il possible que l'on achemine des armes, ça viendrait de l'Égypte vers la bande de Gaza, à l'aide de drones, mais l'armée est normalement déployée sur la frontière entre Israël et la bande de Gaza, sur l'axe Philadelphie. Comment l'armée peut laisser passer cela ? Je ne pense pas que l'armée laisse passer ça. On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un système de transfert d'armes de l'Égypte, ou pas que de l'Égypte d'ailleurs, sur le territoire gazaoui, qui passe aussi probablement aussi par les voies probablement maritimes d'ailleurs, avec des armes dedans. Donc Tsahal ne veut pas tout surveiller. Actuellement, Tsahal est resté sur cette ligne, sur ces 53% qui lui est, je dirais, dédié dans l'est de la bande de Gaza. Et on voit concrètement que, en tout cas, il y a des armes qui sont en train de passer sur le territoire gazaoui, sur le territoire gazaoui. Il faut savoir aussi que le Hamas n'avait pas utilisé toutes ces armes. Il lui restait aussi un nombre de stocks d'armes qui est, c'est vrai, minime, puisque concrètement, Israël n'a pas détruit aussi tous les tunnels. Il y a 40% à 47% des tunnels qui ont été détruits à l'heure où je parle.
Alors effectivement, et donc quelque part, il s'agit d'armes. Est-ce qu'il s'agit uniquement de fusils, de fusils mitrailleurs, ou alors, Oui, ça... sont souvent, voilà, oui, ce sont souvent des fusils d'assaut, ce sont des armes de poing, ce sont aussi énormément d'armes, je dirais, d'explosifs, je dirais, artisanaux qui sont, voilà, il y a beaucoup comme on a pu le voir hier, l'engin explosif était relativement artisanal, donc c'est construit, je dirais, d'une façon artisanale à la maison, dans un tunnel, avec, je dirais, les produits qu'ils peuvent avoir entre les mains pour pouvoir concrétiser cet engin explosif. Alors, Donc on voit très bien que... Oui. Oui, alors effectivement, en perspective de la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, est-ce que vous pensez qu'Israël a effectivement, comme certaines informations semblent le prouver, a l'intention d'exiger tout simplement le démantèlement, le désarmement du Hamas avant que l'on puisse mettre en application l'autre partie, on va dire, de la seconde étape du plan Trump, c'est-à-dire la création d'un gouvernement de technocrates et puis surtout le déploiement d'une force multinationale. On a du mal à imaginer que des soldats venant de l'étranger accepteront de venir se déployer dans la bande de Gaza si le Hamas n'est pas désarmé. Cela va de soi. De toute façon, l'acte 1, l'étape numéro 1, n'est pas encore terminée, puisque d'abord, rappelons-le, qu'il reste quand même un otage toujours dans les mains du Hamas, la première des choses. Et c'est vrai que le démantèlement, la démilitarisation du Hamas devait être à l'ordre du jour de la première phase. Or, Benjamin Netanyahou devra redemander formellement qu'il y ait un démantèlement, une démilitarisation totale du Hamas, parce que dans un autre cas, si ça ne se faisait pas, effectivement, on ne pourrait pas passer d'abord à l'étape numéro 2, et je vois mal des armées étrangères venir et se mettre en danger, pour dire clairement les choses, face à des terroristes qui voudront aussi en découdre avec eux. D'ailleurs, on l'a vu clairement il y a encore quelques jours, lorsque l'Italie a dit clairement qu'elle était prête à participer à cette force internationale, mais être stationnée plutôt dans la bande qui est contrôlée par l'État d'Israël. Oui, effectivement. Alors, un mot sur ce qui se passe dans le Nord. Là encore, on voit que ça reste très vigilant et a éliminé un terroriste qui circulait, ou en tout cas qui menait une activité subversive dans le sud, au sud du Litanie, dans une zone où il ne doit pas y avoir le moindre terroriste du Hezbollah. C'est la preuve que Tsahal reste particulièrement vigilant à ce niveau-là ? Tsahal reste très vigilant au niveau du Liban, et on l'a vu encore hier, on l'a vu encore ce matin. Hier, il y a eu une opération aérienne dans le sud Liban, comme pratiquement tous les jours ces derniers temps. Et aujourd'hui, ce matin, aux petites heures du matin, un terroriste du Hezbollah a été éliminé au sud Liban. On voit très bien que le Hezbollah fait tout pour revenir dans la bande entre le Litanie et la frontière israélienne, c'est-à-dire dans le sud du Liban, veut se réaccaparer, je dirais, ses forces. Et concrètement, là aussi, le cessez-le-feu est complètement violé. Alors ce cessez-le-feu devrait arriver à son terme le 31 décembre entre le Liban et Israël. On verra comment les choses évoluent. Je pense que c'est aussi un sujet qui sera mis à l'ordre du jour lors de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Toujours est-il qu'à un moment donné, il va falloir que le Liban choisisse son camp. Oui. Il y a eu une interview hier ou avant-hier du ministre des Affaires étrangères libanais, Youssef Riji, dans un journal américain, qui disait clairement que, la branche politique du Hezbollah était complètement légitime, puisqu'il siégeait au Parlement. Par contre, c'est vrai qu'il souhaitait démilitariser le Hezbollah, mais qu'ils avaient du mal, pour dire concrètement les choses. Par contre, ils ne voyaient pas du tout de normalisation avec Israël dans un temps proche. Il était même contre une normalisation, puisque pour eux, et en tout cas pour le ministre des Affaires étrangères libanais, Israël est toujours un pays ennemi et le Liban est toujours en guerre contre Israël. Mais au-delà de cela, on voit très bien que les Libanais, concrètement, le peuple libanais voudrait franchement le démantèlement du Hezbollah. L'armée libanaise, pour l'instant, n'en a pas les moyens. Oui. Alors, je pense que les propos ont été justes. Les propos du lors qui était dans une base de l'armée de l'air israélienne, il a dit clairement que, dans le fond, Israël était toujours face à des menaces, malgré les opérations que nous menions tous les jours. Mais Israël ne somnolera pas, Israël ne dormira pas, et Israël continuera de frapper ses ennemis au moment où Israël sera menacé. Et je pense que c'est la phrase qu'il faut à chaque fois
reprendre et redire, mais surtout pas simplement la dire, il va falloir aussi la faire. Alors, une dernière question, elle se rapportera justement à ses ennemis d'Israël et à cette phrase du chef d'état-major. Est-ce que finalement, si on veut résoudre une fois pour toutes tous les problèmes du Hezbollah, du Hamas, eh bien, il n'est pas temps de venir frapper la pieuvre terroriste à la tête, c'est-à-dire à Téhéran, frapper pour essayer non pas seulement de se contenter de détruire le programme nucléaire ou le programme des missiles balistiques, mais tout simplement pour destituer le régime des Mollahs. Écoutez, Daniel, c'est quelque chose qui devrait être à l'ordre du jour. D'ailleurs, il faut rappeler, hier, je parlais du ministre des Affaires étrangères libanais qui a rappelé aussi que l'Iran s'immisçait dans les affaires libanaises et que pour cela, c'était inacceptable pour eux. Mais au-delà de cela, oui, il va falloir qu'à un moment donné, on aille, je dirais, entre guillemets, jusqu'au bout de l'Iran, parce qu'on sait très bien que c'est l'Iran qui est derrière le Hamas, c'est l'Iran qui est derrière le Hezbollah, c'est l'Iran qui essaye de déstabiliser la région. C'est l'Iran qui essaye actuellement de se refaire. Et si on ne va pas, cette fois-ci, jusqu'au bout, les choses continueront d'être, je dirais, dans ce mouvement. Et c'est vrai qu'Israël doit tout faire pour, en tout cas, aider la révolution iranienne pour déstabiliser le régime des Mollahs et en terminer avec ce régime-là, qui dans le fond ne déstabilise pas simplement la région, mais elle déstabilise pratiquement tout l'Occident. Eh bien, effectivement, on le comprend et pour l'instant, on espère peut-être que la rencontre justement entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou permettra de décanter les choses à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup Stéphane Goldin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert sécuritaire, ancien officier des unités spéciales de l'armée israélienne. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée Stéphane. Bonne journée à vous et on peut dire déjà Shabbat Shalom. Oui, on peut dire Shabbat Shalom, bien entendu.